Bienvenue dans le dernier épisode de la première saison du podcast Un petit quelque chose. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Noémie qui nous vient de Hongrie, de Budapest plus précisément, et elle nous raconte son parcours de violoncelliste, qui est devenue aussi graphiste, qui était une passion qui existait déjà. Elle nous parle des difficultés qu'elle a rencontrées, du nouvel équilibre qu'elle s'est créé, qui va sûrement encore bouger pour le reste de sa vie. On l'écoute tout de suite dans le podcast. Bienvenue à l'épisode 8 du podcast Un petit quelque chose. Et aujourd'hui, on accueille Noémie, qui est hongroise, qui est violoncelliste et illustratrice. Mais on va un petit peu affiner tout ce propos aujourd'hui avec toi. Et puisque tu es hongroise, et c'est la première fois qu'on reçoit une hongroise dans notre podcast, j'aime bien demander... Comment se passe l'éducation musicale dans ton pays ? Quelle est la place vraiment de la musique aussi dans cette culture ? Parce qu'on sait quand même en musique elle est très importante, en tout cas musique classique, mais il y a aussi beaucoup de musique populaire. Donc voilà, est-ce que tu peux peut-être d'abord commencer sur la place de la musique en Hongrie ? La musique a beaucoup de place, oui, effectivement. Par rapport à la Belgique, c'est vraiment différent. Mais en fait, dans l'éducation musicale, aujourd'hui, c'est très différent parce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis. Moi, quand j'étais petite, il y avait à l'école maternelle, secondaire, des cours de musique. En fait, c'est des cours de musique où on apprend beaucoup de chants traditionnels. Le solfège est un petit peu intégré. Et alors, il y a aussi beaucoup d'écoles qui ont des chorales. Donc, tu fais chant choral assez vite. Mais donc, c'est assez présent. Et alors, beaucoup d'apprentissage par rapport à la musique traditionnelle, les recherches de Kodály et de Bartók qui ont fait énormément de travail dans ce domaine. Et voilà, même l'apprentissage du solfège est basé un peu sur cette tradition. Et on apprend les intervalles avec des chansons. Et bref, donc c'est très présent. Donc ça veut dire que tout le monde apprend la musique, en tout cas à ton époque, tout le monde passait par là à l'école. On le rencontre à un moment donné dans notre parcours. Je pense que dans toutes les écoles où j'étais, il y avait un cours de musique et c'était un peu dans ce goût. Ouais. Donc ça se perdait déjà un petit peu, je pense, mais c'était quand même encore des enseignants qui étaient formés comme ça et donc qui perpétuaient un peu cette tradition. Et alors, très vite, moi, j'étais quand même en académie. Et alors, l'académie, c'est comme en Belgique, souvent intégrée dans le bâtiment d'une école. Donc, j'avais cours l'après-midi de violoncelle. Je crois que solfège, j'allais à l'académie. Mais c'était quand même assez lié. Alors, il y avait beaucoup d'enfants qui faisaient de la musique. Donc, c'était un petit peu organique, quoi. Oui. Et toi, tu viens de Budapest ? Je viens de Budapest, Ok. Oui. Mais c'est ce qui se passe dans tout le pays ? Je pense que oui. Je ne connais pas bien d'autres villes, mais à un moment donné, j'étais plus à Budapest, mais un peu plus loin. Et là, c'était pareil. Ouais. Donc, voilà. Si tu étais un petit peu demandeur et tu étais un peu doué, en gros, très vite, on te passait en catégorie. Donc, il y avait tous ceux qui prenaient cours, normalement, c'était classe A. Et alors, si tu étais un petit peu à l'affût, tu passais en classe B. Alors là, tu n'avais pas 30 minutes de cours seul, mais 1 heure seule par semaine. D'instruments ? D'instruments, oui. Et donc, c'est toujours un seul élève par cours avec le professeur et tu as une demi-heure d'office. Ouais. Et si tu es un petit peu... c'est peu vraiment genre un rien. Ouais. Donc, si tu es un petit peu plus en demande, tu passes 1 heure par semaine. À quel âge ? Depuis le tout début. Si tu commences l'académie à 6 ans, tu as 1 heure de cours par semaine. C'est énorme. Oui, et alors là, après, tu as cours de solfège, si tu veux avoir de tout. Il y a aussi orchestre, souvent, dans des académies. Donc, oui, il y a beaucoup de trucs. Ah oui. Et ce qu'il y a aussi en Hongrie, c'est des lycées spécialisés musique. Ah, c'est ça. Comme ils font en France, avec des horaires aménagés ou quoi. Oui, c'est ça. Donc, il y a 3 écoles connues. J'étais dans celle qui est très orchestre et orientée, vraiment musique de chambre, mais surtout orchestre. Ça faisait 1 an que mes amis étaient là. Ils avaient cours 2 fois par semaine d'instruments, 2 fois 2 heures, plus l'orchestre, plus tout. Donc, j'avais un petit retard à récupérer. D'ailleurs, je me suis fait une double tendinite, c'était super. Ah oui. Mais t'avais quel âge ? T'étais ado, alors ? Donc, j'avais 15 ans. Ouais, c'est ça. 14, 15. Déjà une tendinite à 15 ans. Ouais, mais c'était recta. Donc,
Là, d'un coup, tu as passé en plus tout ton été sans bosser, tu n'as pas touché pendant 2 mois ton instrument, parce que bon, moi, c'était mon cas. Et en plus, c'est pas un âge où on sait bien bosser. Enfin, c'est un truc vraiment... Bon, après, tous les musiciens le diront, mais que t'apprends au fur et à mesure aussi, puis les limites de ton corps, bien sûr. Ouais. Mais t'as un âge où tu dois faire beaucoup, alors tu fais beaucoup, parce que on a encore de l'énergie, etc., à cet âge-là. Mais on se rend pas compte qu'en fait, on bosse mal, mauvaise méthodologie, mauvaise posture, on bosse en étant en tension, enfin, évidemment. Je faisais que des bêtises à cette époque-là, donc... Voilà, je voulais vraiment y arriver. J'avais une prof quand même assez sévère et je sentais qu'il y a de la pression et il faut y aller, quoi. Et alors là, en quelques mois, tendinite totale. Et après, j'ai eu un autre prof et avec lui, j'ai appris vraiment des techniques encore différentes. Et je sens maintenant quand c'est un peu trop, je sais... En gros, je sais gérer et je sais très bien ce qui fait mal. Et ça m'a appris aussi de me diriger vers un truc où... surtout pas se faire mal, quoi. Et vraiment avoir une technique qui peut pas causer de problème. Ouais. Oh, waouh, ok. Et on n'en a pas parlé, mais comment ça se fait que tu aies choisi le violoncelle ? Alors là, pur hasard, mais vraiment pur hasard. Ma sœur faisait de la flûte, je voulais faire de la flûte. Alors je dis à la prof qui était chargée de prendre les inscriptions, je dis j'aimerais faire de la flûte. On ne fait pas de la flûte, tout le monde fait de la flûte, c'est ennuyant à la fin. Vas-y, pourquoi pas violoncelle ? Je me suis dit, ok, je ne savais même pas ce que c'est. C'est fou, ça. Je ne savais pas ce que c'était. Ah oui. Je ne savais pas ce que c'est. Et puis, elle me dit, écoute, il y a encore de la place chez madame une telle, tu vas y aller, ok, j'y vais. Il n'y a pas d'instrument. Ah, mais t'avais quel âge ? 6-7 ans J'avais 8 ans. 8 ans, ouais, ok. Alors, je vais au cours et en fait, il n'y avait même pas de violoncelle. Parce que, je ne sais pas, l'académie n'en avait pas à ce moment-là. Donc, elle me montre des images de l'instrument. Ok, deuxième cours, il va toujours pas d'instrument. Et oui, ça n'a pas donné grand-chose parce qu'elle n'était pas très chouette. C'était après l'école. Et alors, on jouait dans la cour et moi, je devais aller à mon cours d'instrument. Parfois, je me cachais dans la cour. J'avais pas envie et tout. Mais bon, après, j'ai eu une super prof et ça a démarré comme ça. Mais donc, t'as pas regretté de... Est-ce que à un moment, t'as eu un regret de... Quand même que ce soit pas la flûte ? De la flûte ? Non. Non, jamais. Bon, c'est aussi un truc d'affinité, hein, mais j'ai beaucoup plus d'affinité avec les cordes que les vents. Donc, en cours de parcours, j'ai changé de prof parce qu'on connaissait un monsieur qui est devenu, depuis que je suis partie, directeur de section violoncelle, et c'est Ishtan Varga. On a entendu quelques-uns de ses élèves jouer lors des concours, et ma maman était là aussi, alors elle disait, mais comment c'est possible que c'est que ces élèves qui donnent envie d'être entendus, et qu'est-ce qui se passe ? Ils ont l'air heureux en plus, et ils sont chouettes, et j'ai eu la chance, immense chance, d'avoir pendant, je pense, 3 ans cours avec lui, et ça m'embête de toujours, enfin, c'est vraiment lui qui m'a donné l'ADN de violoncelliste et c'est quelqu'un que j'adore humainement. C'est vraiment une personne hyper importante dans ma vie et c'était génial. Donc ça a fait un tournant. Et alors après, il fallait décider maintenant ce que je fais, quoi. Est-ce que je vais au conservatoire Parce que tu avais fini... Parce que, attends, 3 ans, tu avais fini alors ton lycée ? Donc, j'étais pendant 3 ans et demi chez ma prof, je pense. Ouais. Et alors après, j'ai eu cours avec lui. Ouais. 1 an au lycée encore pour que je termine. Oui. J'ai eu ma 5e année. Et puis, j'ai encore eu 1 an avec lui seul. Okay. Parce que je voulais encore juste, avoir cours mais avec donc, lui. c'est plus dans une école, en fait. Là, c'était plus vraiment dans une école. J'allais solo, chez quoi. lui et voilà, j'avais cours. Et là, tu avais 18 ans 17 ? Oui, j'avais 19. C'était pas déjà dans ta tête de rentrer au conservatoire En fait, il y avait un truc comme ça. Je sentais que dans tout ce qui était musique classique en Hongrie, la compétition était énorme. Et vraiment, on venait s'écouter au concert, mais vraiment juste pour savoir comment on joue et tout. Et je sentais, en fait, à la fin quand j'avais ma dernière année avec lui, c'est que, en fait, je crois que je vais arrêter. C'est pas possible. J'adore ça. Ça m'est nécessaire. Je sens dans ta vie que physiquement je peux pas vivre sans que je joue, parce qu'en fait lui il m'a donné une technique, il m'a mis vraiment sur un chemin qui m'a
vraiment fait beaucoup de bien physiquement, en fait, d'avoir une connexion avec mon instrument. Et j'ai vraiment trouvé un truc très fort. Et je savais que j'adore faire ça. Mais dans ces conditions, en fait, ça ne va plus être possible. En Hongrie, c'est vraiment important aussi qu'avant que tu fasses ton audition pour rentrer au conservatoire, tu as cours avec les profs, un peu tâter le terrain. Il y a beaucoup de compétitions, donc ce n'est pas du tout que tu fais ton examen et on te prend. Donc ce n'est pas du tout une chasse aux élèves. Enfin, à l'époque, ce n'était pas du tout un truc comme ça que d'office, tu vas avoir une place, mais que vraiment, il faut que tu joues bien à l'audition. Quoi. Et qu'avant... tu as eu cours avec les profs, que tu saches un peu chez qui tu veux aller. Moi, j'ai même pas eu envie de faire ça parce qu'à l'époque, il y avait même pas de prof qui me plaisait vraiment. Mais tu savais que tu voulais faire du violoncelle, mais tu savais pas si tu voulais en faire ta vie. Tu savais juste que ça allait faire partie de ta vie. En gros, c'était ma vie, mais c'était tellement étouffant, cette ambiance, tout ce truc qui m'entourait, que je sentais que ça va pas être possible. Je me souviens qu'à l'époque, je faisais beaucoup de yoga et des trucs et c'est tellement un clash ce que je ressentais physiquement quand j'étais dans un autre monde. Je me disais mais il y a un truc spécial ici quoi, c'est malsain, ces ambiances, c'est pas gai et je me disais mais en fait il faut que je parte, ça va pas être possible. Donc c'était pas vraiment un choix comme ça de je ne trouve pas ce qui me plaît ici. En fait, j'aurais bien aimé aller au conservatoire Franz Liszt. Ce bâtiment, c'est mythique, j'adore. Et depuis que je suis petite, je rêve d'aller jouer là et tout. Mais je sentais que... C'était pas pour toi. Je me sentais vraiment pas bien, quoi. Donc, tu n'as même pas essayé l'audition, en fait. Je l'ai fait, mais en sachant que je veux pas y aller. Donc, en fait, je l'ai juste fait pour répéter pour Bruxelles. Ah oui. Et je me disais, mais je vais le faire quand même. Parce que... Non, c'est bien. Je me suis dit, c'est pas possible que je ne joue pas et que je ne le fasse pas. Il faut que je le présente, ce concours. Et alors, je l'ai fait. Évidemment, j'ai pas été prise parce que de toute façon, si t'as pas pris de contact avec des profs, personne va te prendre. Donc, c'était vraiment un système comme ça. Et tu pourrais expliquer d'où elle vient, cette ambiance, précisément, dans ce conservatoire ? Très élitiste, je pense, parce qu'il y a quand même un passé c'est ça, c'est énorme. Un héritage, non ? C'est un héritage aussi. Il y a plein de gens qui sont pas comme ça, hein, donc attention, il ne faut pas croire que tout le monde est dégueulasse et que c'est un truc. Mais il y a quand même beaucoup de ça, en tout cas à mon époque, il y avait, et c'était pas bénéfique, quoi. Et alors, donc... et Bruxelles, mais comment t'as trouvé alors Bruxelles. Comment t'es arrivée Ma maman, elle est souvent en France, on a été aussi ensemble et tout, et j'avais toujours un truc comme ça avec la langue française, il faut que je parle français. En fait, j'ai été à un stage avec mon prof en France, l'été d'avant. Et j'ai rencontré une fille qui a continué ses études chez Marie-Alain à Bruxelles. T'étais jamais allée ? Non, jamais. Mais ma maman, oui, et elle disait « Bruxelles, c'est génial, c'est une petite boîte à bijoux, tu vas adorer, ça va être bien, et tout ça. » Et donc, j'avais plein de projets dans ma tête. Je me disais « Ça va être génial, je vais changer de vie, ça va être fou. » À l'école où j'étais, 2 fois par semaine, orchestre, 4-5 fois par an, des concerts avec l'orchestre de l'école, mais qui était semi-professionnel, au Palais des Beaux-Arts, toutes sortes de trucs, donc immenses projets avec des chefs comme Kobayashi Kenichiro, Zoltán Kočiš, mais plein de grands chefs et des immenses projets, toutes sortes de trucs super. Et... cours de violoncelle 2 fois par semaine, cours de musique de chambre déjà, et plein de trucs, beaucoup de cachetons aussi, donc tout le temps des opportunités à jouer et tout. Et puis j'arrive à Bruxelles, et alors les 6 premiers mois compliqués quand même, hein, parce que tous les syllabus sont en français, donc en gros tous les mots soulignés, et chercher un par un dans le dico, bref. Mais en gros, au niveau musique, il se passe pas grand-chose du tout. Et je me dis, mais il n'y a pas de cacheton, en fait. Il n'y a rien. Et je me disais, mais c'est bizarre. Et je me dis, ça va venir. Et puis, ça n'est pas venu. Dans ma tête, ce n'était pas ça, le conservatoire. Ce n'était pas cette expérience-là. Que je me disais, mais il faut que je bosse, quoi. À la fin, on va devenir musicien, quand même. Enfin, je ne vais pas donner cours d'acoustique ou psychologie et des trucs comme ça. Et je me disais, mais je suis en train d'halluciner. Qu'est-ce qui se passe ? Et que je venais d'un truc où, en gros, je faisais de la musique H24.
Et là, tout à coup, j'avais l'impression que j'en fais plus. Enfin, j'en faisais énormément parce qu'il y avait toutes sortes de cours de musique de chambre et trucs. Mais en fait, je courais après le temps. Je sentais que je suis juste épuisée et ça me dégoûte en fait ce que je fais. Ouais. Et rien ne va, mais il va falloir continuer. Ouais. Mon expérience de bachelor, en tout cas, c'est vraiment que j'avais l'impression que j'ai passé à côté de 3 ans de pratique instrumentale, de pratique et de profiter de mes cours. Mm-hmm. Ouais. Et alors, master, ça allait un peu mieux. Mais vraiment, je dis un peu mieux, mais c'était pas beaucoup mieux. Il faut tout créer et encore. Oui, et encore, absolument. Et je me remets beaucoup en question par rapport à mon passé, mes choix et des trucs. Comment j'aurais dû faire. J'aurais pu faire différemment, j'aurais pu réagir plus vite par rapport à certaines choses. Mais donc voilà, c'était ça après le master. J'ai terminé en 2017 à Bruxelles. J'ai fait 1 an de didactique. C'était assez light. À Mons. Donc j'ai terminé en 2019, juste avant le Covid, quoi. Ouais. Et là, je me rends compte qu'il n'y a pas d'offre d'emploi. Il n'y a rien. Non. En gros, j'ai fait 2 remplacements à des endroits comme ça, plic-ploc. Mais ça aussi, c'est vraiment un coup de chance. Est-ce que quelqu'un prend sa pension après 65 ans maintenant Et en fait, pendant le Covid... Qu'est-ce que je fais ? On est enfermé, on ne peut plus jouer. Et pendant hyper longtemps quand même. Je dessine beaucoup. En fait, mon papa est peintre, artiste peintre. Je dessine depuis que je suis toute petite. Mon papa aurait bien voulu que je fasse ça de ma vie. Mais ça s'est fait autrement. Mais bon, pendant le Covid, je dessine, je fais plein de trucs. J'essaye de faire un truc de mes mains parce qu'en fait, c'était hyper oppressant. Mais je n'avais pas de matériel du tout. Donc, je dessinais un crayon, papier et tout. Et puis, le Covid s'est terminé. Alors, j'ai trouvé un emploi dans une académie privée. Et alors là, la directrice avait besoin d'aussi quelqu'un qui s'occupe de la com. Et alors, je me disais, OK, moi, je peux le faire si tu veux. Moi, ça m'anime, en fait. Ça me plaît de faire ça. Surtout communication visuelle, tu vois, des affiches, des trucs. Et alors, dans un premier temps... J'étais surtout sur design graphique et que voilà, ça me plaît de faire ne serait-ce que des affiches et des trucs comme ça, j'aime beaucoup. Mais je sentais au fond de moi que ce que j'aime faire surtout, c'est de dessiner. C'est très gai de dessiner comme ça, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Est-ce que ça va devenir un métier ? Est-ce que ça va devenir un complément ? Est-ce que ça va devenir un truc que maintenant j'arrête le violoncelle et je vais me reformer dans autre chose et tout. C'était une possibilité dans ta tête, toi, d'arrêter le violoncelle ? Non, pas du tout. Je me disais, mais je suis violoncelliste, quoi. Point barre, c'est mon ADN. Je ne peux pas faire autre chose sérieusement. Et je me disais, mais OK, détache-toi un peu de cette idée et vois... S'il y a quand même une petite possibilité de faire une petite formation. Et au fil des années, c'est devenu vraiment d'illustration, plus particulièrement de la surface pattern design. Donc ça veut dire des motifs imprimés sur du tissu ou du papier, pour des produits de papeterie ou de l'ameublement, de vêtements. Mais ça, tu t'es dirigée vers ça comment ? Parce que c'est hyper spécifique, je trouve. C'est super spécifique, en fait. C'est aussi un hasard. Parce que sur Instagram, il y a énormément de challenges artistiques. Et alors là, ça m'a vraiment absorbée d'un coup. Je me disais, mais mon Dieu, les possibilités de ce truc, c'est fou. C'est un truc foisonnant. Et alors là, j'ai commencé à dessiner et tout mettre en motif et je ne pouvais plus m'arrêter. Je me dis, mais c'est dingue, j'adore faire ça. Je me suis dirigée vers des trucs qui m'intéressent plus artistiquement. Et ça, tu proposes tes services, enfin, tu es allée, toi, démarcher des personnes ou maintenant, je propose mes services. Donc, j'ai passé mon petit syndrome d'imposteur il y a quelques années. Maintenant, ça fait 3 ans que j'ai mon compte Instagram, je crois. Et au début, c'était vraiment terrible. Je me disais, est-ce que je vais vraiment dire aux gens que je fais ça ? Et je me disais, mais tout de suite, je vais le faire parce qu'en fait, si je commence à ne pas montrer mes trucs, mais avec un compte sans montrer ma tête, je vais commencer à faire ça. Et alors, petit à petit, mes amis musiciens vont dire, mais en fait, c'est toi ou pas ? Et je me dis, non, il faut tout de suite jouer le jeu. C'est moi, je fais ça, et bon, je vais gérer mon petit problème à l'intérieur. Mais justement, c'est intéressant parce que pourquoi... c'est quoi l'a priori que tu avais du regard des autres sur ce que tu faisais, parce que c'était pas du violoncelle. T'avais peur de quoi en fait, finalement ?
Mais moi, j'avais peur du fait que déjà que les gens disent « Ah, elle a arrêté le violoncelle ». Donc j'avais très peur de toutes sortes de trucs comme ça que les gens pourraient penser et que je me disais « Mais déjà, c'est dans ta tête, je pense. Ouais. Et que peut-être que les gens ne pensent pas du tout à ce genre de choses. Mais en tout cas, j'avais un problème avec le fait de me dire « Est-ce que les gens vont comprendre mon parcours ?» Mais surtout venant d'un milieu hyper élitiste, c'est aussi un peu dire, j'imagine, enfin si je me mets à ta place, c'est aussi peut-être un peu ressentir elle n'a pas réussi en violoncelle, donc en fait elle se tourne vers autre chose, quoi. C'est ça. Et alors souvent je me dis mais en fait c'est vraiment un miroir vers moi-même que si tu penses ça, alors toi tu penses ça des autres. Oui. Je me dis mais moi je ne veux pas penser ça et je ne pense pas ça. Mais montre l'exemple que c'est pas comme ça, quoi. Ouais, absolument. Si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment mon premier langage d'expression artistique. J'ai toujours fait ça. Et en gros, c'est venu même avant la musique. Donc, c'était quelque chose qui me manquait pendant toutes ces années où j'étais vraiment à fond. Et tu touchais pas le dessin pendant justement. Non, je ne touchais pas parce que c'était pas possible. J'avais pas le temps. Je dessinais de temps en temps, mais j'ai dessiné surtout beaucoup avant que j'arrive en Belgique. Et là, ça s'est arrêté parce que j'avais plus du tout le temps. Et en gros, je sentais que ça me manque aussi, quoi. Tu as envisagé de rentrer dans un orchestre, de passer des concours d'orchestre? Dans un orchestre, j'ai fait quelques concours, mais je trouve que les fenêtres sont juste trop courtes. Et si tu tombes pas pile dans le truc qui va, ça fonctionne pas. Donc, en tout cas, pour moi, c'était fou de me dire que je dois bosser, je dois payer un loyer et tout. Ça. Mais il n'y a pas de travail en musique, donc je dois bosser dans autre chose. Mais quand tu bosses ton instrument, du coup, maintenant, il y a un concours, il faudrait se préparer. Ok, je vais quand même bosser, mais je vais essayer de dégager du temps pour vraiment bien me préparer. Tu te prépares vraiment bien, et puis on t'éjecte au premier tour, après, genre 5 secondes de musique. Et là, tu te dis, mais c'est fou. En fait, moi, ce que je trouve terrible, c'est deux choses. C'est d'une part que, en effet, les gens qui sont externes à notre milieu de musique classique, j'entends, ne se rendent pas compte du travail fourni par un musicien pour en arriver là où il en est aujourd'hui, et peu importe là où il en est, enfin, je veux dire, en tout cas, qu'il exerce, tu vois, en musique. On oublie qu'en fait, c'est pas juste un master, on oublie que c'est en fait un travail qu'on fait depuis qu'on a 6, 7, 8 ans, quoi, en fait. Et que, comme tu dis, c'est des heures et des heures et des heures de façon continue sur plusieurs années, jusqu'à plus que l'âge adulte. Et puis, c'est jamais fini, en plus de ça, d'une part. Et de l'autre part, je trouve que dans ce que tu racontes, ce qui sonne vraiment terrible, c'est que c'est complètement dénudé de la musique en tant que telle. Ah oui, complètement. Et le bonheur de la musique, justement, et de ce que ça nous procure, qui nous crée, justement, en fait, une espèce d'annulation de ce plaisir. Donc, frustration et presque même dégoût, en fait, parfois. Et moi, très régulièrement, je trouve plus de sens dans ce que je fais. Quand tu vois ce que devient la société, de façon générale, mais ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je trouve ça difficile de continuer à trouver du sens. Qu'est-ce que je fais, en fait? Qu'est-ce que je peux apporter, moi, à mon échelle? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est pas important? Enfin, tu vois? Ouais, moi, je me pose pas vraiment une question comme ça. Qu'est-ce que j'apporte, moi? En fait, j'ai une vision assez égoïste dans ça, parce que, en fait, moi, ça m'apporte. Et que, en gros, j'ai l'impression que c'est devenu un luxe d'être musicien aujourd'hui. Quand je vois qu'il y a beaucoup de musiciens aujourd'hui et qu'il n'y a par contre pas assez de place et que voilà, maintenant, il y a encore des gens qui vont au conservatoire, ils font leurs études et c'est très, 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 très compliqué de trouver une existence là-dedans. Oui, c'est clair. Moi, le violoncelle m'a permis de devenir quelqu'un et cette personne-là, je suis qu'avec mon instrument et je me sens entière, en gros, quand je joue et quand ça fait vraiment partie intégrante de mon quotidien. Et quand ça commence à ne plus en faire partie, je sens que ça va plus trop. Et donc, je sens que c'est un truc qui est moi, quoi. Et que, genre, tous les instrumentistes, je pense qu'ils diront la même chose, que, pourquoi on fait ça encore? C'est notre drogue. Quand on est tombé là-dedans, en gros, si on te le retire, qu'est-ce qui reste, quoi? Et t'as un peu cette même impression, maintenant que t'assumes aussi pleinement que tu fais du dessin, t'as aussi cette impression avec le dessin aujourd'hui ou pas?
Oui, mais ça a toujours été comme ça en fait. Mais comme j'étais hyper occupée, je ne me rendais pas compte à quel point ça me manque et à quel point j'ai besoin de faire ça. Vivre de son art, c'est quand même tout un art. Et c'est ça que je me suis dit quand je vois que ça bouge tellement dans la musique après le Covid et que je me rendais compte que pour tout le monde, ça devient en fait super compliqué et qu'il y a plein d'histoires quand même assez déprimantes que j'entends autour de moi. Je me disais, c'est sûr que je dois trouver une espèce d'existence, mais un domaine qui me plaît. Donc un truc où je reste moi-même et je fais vraiment ce que j'aime faire et qui est tout à fait moi. Et qui t'épanouit aussi, oui, c'est ça. Et qui m'épanouit que, oui, c'est sûr que quand on pense comme ça, d'un domaine artistique à l'autre, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi, parce que l'art, c'est toujours le même principe. Mais malgré tout, je me rends quand même compte que c'est quand même un petit peu différent dans le domaine artistique, dans ce que je fais au niveau du dessin et tout. Ne serait-ce que de pouvoir ouvrir une boutique, tu vois. D'avoir un truc, tu fais une boutique, tu proposes tes dessins et les gens l'achètent et que tu fais plaisir en fait. Et est-ce que tu as l'impression que y a le dessin qui te sert pour la musique et vice-versa ? Enfin, l'un inspire l'autre. Ça, c'est sûr qu'il y a un truc. Maintenant, je sens que quand je fais un peu trop de l'un, l'autre va moins bien aussi. Ah oui ? Je dois faire les deux parce que... Tu as besoin d'entretenir les deux à au même équilibre en fait. J'essaye, j'entretiens et quand il y a des projets, je les fais, alors je les fais à 100%. Oui, bien sûr. Mais donc j'ai besoin des deux. Ouais. Est-ce que tu aurais, toi, par rapport à ton parcours et ton vécu évidemment, un conseil à donner si tu as un jeune là qui t'écoute qui est au conservatoire ? C'est à chacun de décider s'il se lance là-dedans. Mais moi, quand j'étais vraiment jeune et j'ai voulu devenir violoncelliste, et mon prof, donc mon maître, il m'a dit, mais ça va être dur, hein. Vous n'allez pas vous en sortir et ça va être vraiment compliqué. C'est bien qu'il te l'ait dit. C'est bien, mais il a dit à quelqu'un qui avait 16 ans, tu vois. Ouais. Et donc, à 16 ans, tu te dis, mais je m'en fous, j'y vais, moi, je vais tout faire. C'est clair. Et en fait, tu réalises pas ce que ça veut dire tout faire. C'est que, en fait, tu vas pas pouvoir le faire. Et que tu voudrais le faire, mais t'as pas le temps. T'as tes loyers à payer. Et en fait, il y a tout le temps des trucs comme ça derrière ta tête. Et que ça va être vraiment compliqué dans ce sens. Oui, c'est un métier super compliqué. Parce que on aimerait faire ça dans des bonnes conditions. Souvent, ce n'est pas des bonnes conditions qu'on a. On aimerait faire ça vraiment avec des gens qu'on aime, mais parfois les gens qu'on aime ne sont pas disponibles ou bien ils doivent faire autre chose. Et que la vie fait qu'on fait beaucoup de projets qui ne nous plaisent pas ou des trucs vraiment juste pour gagner son argent. Et en gros, si tu le sais, ce n'est pas un problème. Mais il faut le savoir. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'un jeune pourrait mettre en place pour au moins... Tu vois, s'épanouir au maximum. Au moins quand même d'être très, très alerte que il y a certaines choses qu'il faut faire et pas attendre qu'on te dise que quand tu es devant un choix à faire, prends ça en compte. Ouais, c'est ça. Et donc, en gros, vraiment, très tôt dans les études, déjà postuler, viser des trucs, chercher des projets... voir ce qui se passe et essayer de ne pas se laisser écraser par l'institution parce que en fait ça c'est le pire, que tu veux bien terminer ton année, avoir fini tes crédits, valider tout, mais en fait au bout de ça il n'y a rien, c'est juste t'as un papier et c'est dans le vide. Et en fait c'est être proactif finalement ce que tu conseilles. Ouais. Je sais qu'il y a des conservatoires où les profs poussent beaucoup les élèves à auditionner, à faire des trucs, où il y a des pays où c'est un petit peu plus intégré, des orchestres académies, de vraiment pouvoir faire partie d'un orchestre avant que tu sois pro, vraiment. Mais oui, si quelqu'un veut vraiment le faire, donc se lancer et que même moi j'adore, j'aime ça, c'est ma vie et tout, à ce moment-là, se dire que là, maintenant, tu fais un planning, toi, de machine de guerre, et toi, tu te tiens à ton truc. Se lancer vraiment, viser quand même un petit peu job après. Même qu'on parle de l'art, hein, mais c'est un petit peu... Dans l'art, on peut se perdre un petit peu et que, oui, j'aime faire ça. Oui, mais bon, à la fin, quand même, tu vas devoir en vivre. Ouais.
Donc un petit peu viser. Ouais, oui, c'est pas se leurrer sur un petit nuage de... Oui, d'avoir en de tête musique. que... Oui. Ah, c'est rude, hein. Oui, c'est très rude, mais rien ne se fait. Donc Ouais. c'est ça, il faut se dire, rien ne va se faire. Ouais. Et par contre, nous, on peut faire plein de choses. Ouais. Donc si on n'attend rien, Ouais. en fait, c'est chouette. En gros, il faut rien attendre. Et si tu n'attends rien, à ce moment-là, tu peux mettre en place des trucs, tu vois, d'organiser des concerts. Ça, tout le monde peut le faire. Donc tu peux organiser des concerts, mais il faut vraiment le faire. Se dire que mon été, où j'ai par exemple 2 mois de congé de conservatoire, je vais organiser des concerts et essayer de vraiment déjà créer des liens, faire un truc. Mais en tout cas, d'être dans le truc, pas trop rester école. Après, il y a quand même la vie et la réalité que tu te prépares quand même pas suffisamment bien pour tout ce qui est après, quoi. Merci pour tout ce partage. Avec plaisir. C'était chouette. Oui.